Le ciel, au-dessus de la Lozère, cette année-là, pesait comme une lourde pierre tombale. Le soleil semblait avoir définitivement oublié comment éclairer la terre, cédant la place à une grisaille implacable et morose. Ce voile de plomb s'infiltrait à travers les tuiles ébréchées des maisons délabrées et se déposait en une poussière fine et insidieuse sur les pierres moussues des vieilles routes. En 1764, alors que les premiers échos d'une horreur grandissante commençaient à peine à pénétrer dans les villages isolés, le monde n'avait pas encore pris conscience de la profondeur de ses propres peurs, pas encore habitué aux ombres qui s'épaississaient tout autour. François le Grand, jeune garde forestier mais déjà expérimenté, dont les mains puissantes connaissaient par cœur chaque courbe de branche et chaque bruissement discret de feuilles dans ces contrées sauvages et profondes, sentait distinctement ce poids croissant sur ses épaules. Il n'en comprenait pas encore la nature, ne savait pas d'où elle venait, mais il sentait qu'elle était inévitable. Sa vie, toujours si simple et mesurée, soumise seulement à l'alternance implacable des saisons, lui semblait désormais une toile d'araignée des plus fines et des plus fragiles, prête à se rompre au moindre contact négligent. Il était retourné dans son village natal, Aveiro, un petit hameau confortablement niché au pied de l'antique forêt de Servance, avec la perception vague mais aiguë de quelque chose de sinistre qui flottait dans l'air, tel un présage d'orage imminent. La forêt, son vieil et fidèle ami, source de sa subsistance et de sa tranquillité, lui paraissait désormais étrangère et hostile. Six bruits habituels et apaisants avaient fait place à un silence aux aguets et effrayant, et les ombres épaisses semblaient avoir acquis leur propre volonté, prédatrice et sinistre. Les premières victimes n'étaient encore que de timides rumeurs, un murmure discret qui, attrapé par la panique, passait de maison en maison, attisé par la peur généralisée et d'antiques superstitions. Les femmes parties à la recherche de petits bois, les enfants jouant avec insouciance à la lisière même de la forêt, les bergers imprudents ayant perdu de vue leurs troupeaux. Tous devenaient les cibles soudaines d'un ennemi invisible, insaisissable. Personne ne pouvait donner une description précise de cet ennemi, mais chaque nouveau récit, chaque fragment d'information ne faisait qu'ajouter des détails toujours plus macabres et effrayants à son apparence mystérieuse. Une taille jamais vue, une gueule béante, garnie de dents aussi aiguisées que des lames, des yeux flamboyants d'un feu infernal, et une force incroyable, capable de déchiqueter un homme. Bientôt, le murmure se mua en véritable panique, et la panique en désespoir absolu. Les édits royaux se succédaient, promettant des sommes fabuleuses pour la tête de la créature, mais aucun des dizaines de chasseurs, venus de tous les coins de France, ne parvint à rapporter le trophée espéré. François, contrairement à la plupart, ne croyait pas aux loups ordinaires, même les plus gros. Quelque chose dans ces rapports inquiétants lui semblait artificiel, contre nature, enraciné bien plus profondément que le simple brigandage. Il commença à remarquer d'étranges empreintes, énormes, griffues, mais n'appartenant tout à fait ni à un loup, ni à un ours. Elles apparaissaient comme sorties de nulle part, puis disparaissaient sans laisser de traces, comme si la bête
pouvait marcher sur l'air. En poursuivant un cerf blessé dans les profondeurs les plus sombres de la forêt de Cérvennes, François tomba sur le lieu d'une tragédie récente et effroyable. Une jeune fille, Mariette, dont le rire clair et la joie insouciante lui étaient familiers depuis son plus jeune âge, gisait déchiquetée au milieu des arbres silencieux. L'air était lourdement imprégné de l'odeur du sang et de quelque chose d'autre, quelque chose d'étranger, d'une douceur putride et écœurante. Mais ce n'était pas cela qui frappa François au plus profond de son être. Parmi les lambeaux de vêtements éparpillés et la terre tachée de sang, son regard s'arrêta sur quelque chose d'extraordinaire. C'était un étrange cheveu argenté, épais comme celui d'un cheval, mais considérablement plus long et étonnamment lisse. Aucun animal qu'il connaissait ne pouvait se vanter d'une telle toison. À côté du cheveu reposait une petite pierre scintillante, chatoyant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais elle dégageait un éclat froid et mort. François ressentit une envie irrésistible de prendre ses découvertes, comme si la forêt ancestrale elle-même le poussait, lui murmurant que ces objets étaient la clé d'un mystère, ou peut-être un piège menant à une obscurité encore plus profonde et impénétrable. Dès ce jour, ses chasses habituelles se transformèrent en une véritable obsession dévorante. Il n'était plus un simple garde forestier, un serviteur de sa terre. Désormais, il était un traqueur infatigable, traquant une chose insaisissable, un fantôme, l'incarnation d'une terreur primitive et ancestrale. La tension montait dans la vallée à chaque nouvelle disparition. Les villages se drapaient dans le silence lugubre et mortel des nuits. Les habitants fermaient hermétiquement leurs portes de tous leurs verrous, et les fenêtres de leurs demeures devenaient des fentes étroites et effrayées, à travers lesquelles ils jetaient des regards timides dans l'obscurité impénétrable et totale. Les récits de ceux qui se passaient devenaient de plus en plus sinistres, terrifiants, chargés de détails macabres et glaçants. L'un des bergers racontait, la voix tremblante, comment il avait vu une créature bien plus grande qu'un homme se dresser sur ses pattes arrière. 6 griffes, aiguisées comme des couteaux, luisaient dans la faible clarté de la lune. Un autre décrivait des yeux qui brillaient dans les ténèbres, telles 2 braises ardentes, inspirant une peur primitive et glaciale qui vous glaçait le sang. Le roi Louis le XV lui-même, informé de ces récits, envoya en Gévaudan un chasseur réputé, le marquis d'Abcher. Le marquis, rassemblant une impressionnante armée de soldats et les meilleurs chiens de traîneau, s'était résolument lancé à la poursuite du mystérieux animal. Absolument certain de sa victoire imminente, son arrogance presque aussi terrifiante que le prédateur inconnu, il avait organisé une chasse grandiose. Il avait rallié des centaines d'habitants des environs, chacun armé de ceux qu'il avait sous la main, et s'était dirigé vers les forêts profondes pour traquer et acculer le meurtrier présumé. Après plusieurs jours d'une poursuite éreintante, les fidèles chiens les menèrent à un loup colossal, dont la taille défiait l'imagination. Sa fourrure était marquée de cicatrices, témoin de combats passés, et son regard sauvage, empreint d'une fureur surhumaine. Le marquis d'Alphen pressa lui-même la détente, et lorsque le corps sans vie du loup fut fièrement exhibé comme preuve irréfutable de leur triomphe, les gens purent enfin reprendre leur souffle, leur tête libérée du poids de tombes invisibles dans lesquelles
ils avaient vécu de longs mois, se relevèrent. Cependant, ce soulagement collectif se révéla prématuré. À peine quelques semaines après cette victoire retentissante et tant attendue, le mal ressurgit, cette fois avec une férocité encore plus indomptable. Une nouvelle victime fut découverte, son corps, à l'instar des précédents, atrocement mutilé avec une précision glaçante. Ce n'était plus une simple confrontation entre chasseurs et proies. C'était un sinistre jeu du chat et de la souris avec quelque chose qui échappait à toute compréhension, quelque chose qui se tapissait dans l'ombre même. François le ressentait profondément. Il avait vu des témoignages silencieux, entendu des récits glaçants, était retourné dans ces clairières désertes où il avait jadis découvert ce fameux cheveu argenté et cette pierre énigmatique. Il s'était plongé dans la poussière des vieux ouvrages de naturalisme, dans des traités ciselés sur des créatures inconnues, dans des légendes populaires oubliées, cherchant frénétiquement le moindre indice, la moindre description similaire. Hesse's ancienne conception du monde commençait à s'effriter, cédant la place à une nouvelle et troublante prise de conscience. Le monde était bien plus étroit qu'il ne l'avait imaginé. Et au-delà de la réalité familière, existaient des forces qui échappaient aussi bien à la science rigoureuse qu'à la logique élémentaire. Jusqu'à ses oreilles parvenait un murmure discret et sinistre, des rituels mystérieux menés au cœur de la forêt nocturne, des cultes obscurs se prosternant devant des dieux anciens et oubliés. Il se tourmentait même à l'idée que cette créature ne soit qu'une incarnation de châtiment, une sorte de courroux divin pour les péchés humains. Ses doutes et ses peurs ne faisaient que croître, le vidant lentement de sa vitalité et le transformant en une pâle ombre de lui-même. Il était devenu beaucoup plus prudent, avait appris à agir avec ruse, comme si la bête sauvage elle-même qui habitait ces bois lui donnait des leçons de survie. Par une nuit froide, alors que la lune pendait dans le ciel comme un fin croissant à peine perceptible, semblable à un éclat de verre acéré, François s'était posté près d'un petit village où un meurtre horrible avait eu lieu. Un enfant avait péri. Il se réfugia dans les broussailles épaisses et épineuses, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine, chaque nerf tendu à son extrême limite, prêt à céder à tout instant. Soudain, il perçut un léger bruissement, puis un grondement grave et étrange, qui semblait provenir non de la gorge d'une bête, mais des profondeurs même de la terre, de l'obscurité dense et impénétrable. Une silhouette grotesque émergea lentement. C'était la créature dont on murmurait les contes les plus sombres et les plus terrifiants. Elle était monstrueusement immense, entièrement recouverte d'une fourrure noire, épaisse comme le manteau de la nuit. Mais ses contours étaient d'une irrégularité répugnante, comme si l'espace lui-même se tordait et se déformait sous sa présence surnaturelle. La tête de la créature était allongée, dotée d'une gueule béante parsemée de crocs aussi acérés que des dagues, et ses yeux brillaient non d'un feu cramoisi ou jaune habituel, mais d'une lueur violette profonde et glaçante. Mais ce qui marqua à jamais sa mémoire, ce fut qu'elle ne se déplaçait pas sur quatre pattes, comme un loup ordinaire, mais d'une manière tout autre. Elle se mouvait avec une grâce effrayante, presque surnaturelle. Parfois, elle se dressait sur ses pattes arrière,
Et en ces instants, elle ressemblait de manière terrifiante à un homme, mais déformée jusqu'à l'inconnaissable, comme tissée de cauchemars. Ce n'était pas simplement un animal, c'était quelque chose de totalement différent, d'étranger au monde familier. François s'immobilisa, moins par la peur que par une compréhension soudaine et glaçante. Des fragments de souvenirs refirent surface dans son esprit. Une chevelure argentée, semblable à celle de la lune. Une pierre mystérieuse, trouvée près du vieux moulin. De lointains récits sur d'étranges empreintes laissées par une créature inconnue. Tous ces détails éparpillés commencèrent à s'assembler en une image terrifiante et inimaginable. Il ne s'agissait pas d'une bête isolée, c'était quelque chose capable de changer de forme, d'altérer sa propre essence. Alors que la créature énigmatique approchait des confins du village, François remarqua quelque chose d'encore plus troublant, qui fit se glacer son cœur d'un sombre pressentiment. À mesure qu'elle s'avançait, les ombres autour d'elle semblaient s'épaissir, devenir impénétrables, et l'air se remplit d'un froid mordant, absolument incongru avec la tiédeur de la nuit d'été. Il comprit que ceux qui se tenaient devant lui n'était pas un simple prédateur à la recherche de sa proie, c'était l'incarnation même des ténèbres dévorantes, se nourrissant de l'émotion humaine la plus primordiale, la peur. Et c'est à cet instant précis que le premier tournant, véritablement inattendu, eut lieu. Alors que la créature terrifiante, semblable à l'incarnation même de la terreur nocturne, approchait de la limite du village, une autre silhouette, totalement différente, surgit de l'obscurité impénétrable. C'était un homme vêtu de la nuit elle-même, portant une capuche profonde qui dissimulait son visage aux regards indiscrets. Il leva une main, et le monstre, obéissant à une commande invisible et autoritaire, s'immobilisa sur place. L'étranger murmura quelque chose, à peine audible, et la bête émit alors un son étrange et plaintif, plus proche du désespoir d'un être intelligent que du rugissement d'un animal sauvage. Puis, l'homme se retourna lentement, et à cet instant précis, la pâle clarté de la lune tomba sur son visage, l'éclairant. François n'en croyait pas ses yeux. Devant lui se tenait Jean Leclerc, l'un des chasseurs les plus respectés et expérimentés de toute la région, celui qui avait personnellement participé à la traque et à l'élimination de la première bête, celui-là même qui avait reçu une haute récompense du roi lui-même. Mais désormais, ses yeux brûlaient de cette même flamme violette captivante qui animait le monstre. Ce n'était pas une simple complicité, non, cela ressemblait à une fusion complète, mystique. Un choc, froid et aigu, traversa François jusqu'au plus profond de son être. Leclerc, comment cela avait-il bien pu se produire? Et pourquoi lui, précisément? Les souvenirs affluèrent instantanément. Leclerc, obsédé par l'idée non seulement de vaincre, mais de briser cette bête inconnue, avait passé des heures penché sur d'anciens manuscrits, murmurant à propos de rituels oubliés et de pouvoirs mystérieux, sommeillant au plus profond d'une forêt ancestrale. N'avait-il donc pas trouvé un moyen de maîtriser la créature, mais cherchait-il plutôt une voie pour devenir lui-même cette chose? Ou peut-être pour acquérir sur elle une domination. En cet instant, François comprit à quel point toutes ces théories antérieures, si soigneusement élaborées, étaient naïves et superficielles. Cette bête n'était pas un simple animal.
et certainement pas une créature surnaturelle ordinaire. Elle était autre chose, quelque chose qui pouvait être invoqué, voire créé par des mains humaines. Tandis que Elle Leclerc et son effroyable création s'étaient dissous dans la danse futée, François se retrouva complètement seul, submergé par une terreur glaciale et un désespoir absolu. Il vit quelque chose qui bouleversa à jamais son monde familier, qui lui semblait inébranlable. Il comprit qu'il ne pouvait simplement raconter à personne ce qui était arrivé. Qui donc le croirait? On le considérerait certainement comme un fou, mais il ne pouvait rester indifférent. Il avait désespérément besoin d'une réponse. Alors, il retourna dans la forêt, mais plus avec l'ardeur de la chasse, plutôt avec un besoin pressant de chercher, d'explorer, de tenter de pénétrer au cœur même de ce mystère effrayant. Il retrouva une vieille cabane, abandonnée depuis longtemps, perdue au plus profond des bois touffus. Les habitants du cru murmuraient à son sujet, racontant de sombres et terrifiantes légendes. Ici, dans la pénombre, son regard s'accrocha à des traces, douloureusement familières. Mais contrairement aux marques isolées qu'il avait rencontrées auparavant, ici, elles formaient un véritable motif, s'enfonçant densément au cœur de la vieille bâtisse. À l'intérieur, régnait une atmosphère oppressante. Les murs étaient criblés de symboles étranges et inconnus, comme gravés par l'obscurité elle-même. Par endroits, on apercevait des taches de sang séché, et au sol jonchaient des lambeaux de parchemin décomposés, couverts d'écritures anciennes et incompréhensibles. Dans l'un des coins, il découvrit quelque chose qui fit se figer son cœur dans sa poitrine. Sur un médaillon ancien, terni par le temps, était gravé le symbole même qu'il avait trouvé auparavant sur la pierre mystérieuse, gisant dans le silence de la forêt. Et c'est là que retentit un second coup, encore plus dévastateur, qui renversa tout, pendant que François se penchait avec concentration sur ses découvertes, tentant de percer les secrets des parchemins. De discrets pas se firent entendre dans la cabane. Il se tendit instantanément, prêt à toute éventualité, à un combat inévitable. Pourtant, de la profonde obscurité ne sortit pas un ennemi, mais une silhouette familière. C'était le père Jacques, le curé du village, un homme dont la piété et la profonde sagesse étaient connues de François comme le fond de sa propre poche. Mais en cet instant, une toute autre sourire, une sourire sinistre de triomphe, dansait sur les lèvres du prêtre, et ses yeux brûlaient de la même flamme violette et froide que François avait aperçue chez Leclerc et chez la bête inconnue. « Tu as découvert trop de choses, mon fils, » murmura le père Jacques. Et ce murmure résonna étranger, artificiel, chargé d'une puissance maléfique. C'est alors que François saisit l'horrible vérité. Leclerc n'était pas le seul coupable du cauchemar qui régnait ici. C'était un véritable culte, ancien, enveloppé de ténèbres, qui puisait sa force dans les entrailles mêmes de ces terres pour engendrer ou éveiller des monstres avides de peur et de vitalité. Et le prêtre, autrefois pilier vénéré de leur communauté, s'avérait être l'un des principaux acteurs de cette entreprise démoniaque. Le père Jacques ne tenta pas de combattre. Au lieu de cela, il commença à parler, révélant des secrets. Il parla de la bête primordiale qui n'avait ni chair ni sang, mais qui représentait une essence née de la terre elle-même
et de toutes les peurs humaines qu'elle engendrait. Il raconta les rituels séculaires, pratiqués pour perpétuer son existence, les sacrifices sanglants destinés à apaiser cette sombre puissance. Le clerc, selon ses dires, n'était qu'un apprenti ayant convoité le pouvoir de la bête, pour finalement en devenir l'esclave sans volonté. Et lorsque François en sut trop, il devint lui-même la cible suivante. Mais il n'avait pas l'intention de se rendre si facilement. Aux yeux de François, cette bête n'était pas simplement un monstre, mais l'incarnation vivante de la peur et du mal absolu, qu'il était possible de vaincre non seulement par la force brute, mais aussi par le rayonnement de la vérité, un rayon de lumière. La culmination de cette histoire macabre éclata à la tombée de la nuit, au cœur de la forêt, là où se cachait un centre cultuel ancien, oublié de tous. Le père Jacques mena François vers une pierre gigantesque, imposante, dont la base était parsemée d'un cercle d'ossements ensanglantés et d'idoles suscitant une terreur primitive. Le clerc les y attendait déjà, son corps jadis humain étant monstrueusement défiguré, couvert d'excroissances étranges et pulsantes, et ses yeux brûlaient d'une flamme violette pure et sinistre. Il n'était plus un homme, mais plutôt l'incarnation terrifiante de la bête, son encre vivante en ce monde maudit. Le père Jacques commença le rituel, sa voix résonnant dans la forêt nocturne, invoquant les forces les plus obscures. Mais François ne lui laissa pas le temps de finir. Il se souvint soudainement des paroles de son défunt grand-père, un vieux guérisseur et herboriste, qui lui avait jadis enseigné que la vraie force ne résidait ni dans les rites magiques, ni dans les incantations secrètes, mais dans la connaissance profonde de la nature et le respect sincère qu'on lui portait. Il se remémora les anciennes légendes sur l'argent, ce métal capable de refléter le mal lui-même. Une soudaine illumination l'envahit, et il tira de sa poche ce même cheveu argenté trouvé sur les lieux de la tragique disparition de Mariette. Avec une tremblote à peine perceptible dans les mains, il le lança droit dans les yeux du père Jacques. Au moment où l'argent toucha les yeux du prêtre, le corps du serviteur de l'Église fut secoué, comme frappé par un coup de foudre invisible. Un cercle de lumière d'une intensité surnaturelle s'illumina autour de la pierre sacrée, et la créature, ou plutôt le clerc, poussa un hurlement déchirant. Ce n'était pas une simple douleur animale, mais la souffrance atroce de celui dont la nature même avait été perturbée. François, sans perdre une seconde, lança également la pierre, celle qu'il avait dénichée auparavant. Dès que la pierre toucha le sol près de l'autel, une lumière aveuglante, mêlée à des volutes de fumée noire et dense, les enveloppa. Ce fut un affrontement manifeste entre deux forces puissantes et opposées. Le père Jacques, ayant perdu tout contrôle du rituel qu'il menait, tenta de se précipiter sur François. Cependant, le clerc, rendu fou par une douleur intolérable et une colère dévorante, se jeta lui-même sur le prêtre. Dans ce combat terrifiant et chaotique, éclairé uniquement par des éclairs sinistres d'une lumière surnaturelle, hommes et bêtes se déchaînaient, se métamorphosant l'un dans l'autre, leurs contours se fondant dans une danse cauchemardesque et effrayante. François resta figé, observant le clerc, le visage tordu par une fureur inhumaine,
s'en prendre à la gorge du prêtre. Puis, tous deux, comme soulevés par une force invisible, s'effondrèrent au sol. Leurs corps commencèrent à fondre, se dissolvant dans des volutes de fumée noire tourbillonnante, ne laissant derrière eux qu'une faible odeur âcre qui serrait le cœur. François se retrouva complètement seul au milieu de cette clairière déserte et calcinée, suffoquant dans la fumée âcre et la peur omniprésente. L'horreur ne s'était pas complètement dissipée. Elle s'était simplement tapie quelque part au plus profond de lui. François sentait que l'obscurité environnante, bien qu'ayant légèrement reculé, se dissimulait toujours au plus profond de la forêt apaisée, attendant patiemment son heure. Il réalisa soudain qu'il n'avait pas détruit ce monstre, mais seulement rompu le lien invisible qui le nourrissait et le soutenait. Mais à l'instant même où son regard balaya les restes vacillants de la lutte, quelque chose changea imperceptiblement. De la fumée qui s'élevait encore du théâtre de la récente bataille, quelque chose de tout à fait nouveau commença à émerger, différent de tout ce qu'il avait vu auparavant. Ce n'était ni une bête, ni un homme, c'était un spectre, comme tissé des fils les plus fins de lumière et de l'ombre absorbante, avec des yeux qui brillaient d'une tristesse profonde, cosmique, plutôt que d'une malice annonciatrice. C'était une sorte d'incarnation de toutes les victimes innocentes, de toutes les souffrances endurées et des peurs incommensurables que cette créature maléfique et déchaînée avait engendrées. Lentement, presque silencieusement, celui-ci s'approcha de François. Mais aucune peur ne naquit. Seule une étrange et profonde compréhension le saisit. La fin de cette histoire s'avéra tout autre qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le spectre ne se jeta pas sur lui. Au lieu de cela, il tendit à François sa main translucide, comme tissée de brume. Au fond de ses yeux insondables se lisait toute la douleur insupportable et la tristesse universelle. Et alors, en plongeant son regard dans cet abîme de sentiments, François comprit enfin. La bête du Gévaudan, cette terreur insaisissable, n'était ni un loup féroce, ni un homme, ni un cryptide mystérieux. Elle n'était qu'un reflet, le reflet des plus profondes peurs humaines, l'incarnation de la cruauté sans pitié et des sombres pensées tapies dans les cœurs. Et chaque fois que quelqu'un était envahi par la peur, que quelqu'un souffrait, que quelqu'un cédait à sa propre obscurité intérieure dévorante, la bête s'éveillait à nouveau. L'éclat argenté des cheveux, la pierre magique, les rituels anciens, tout cela n'était qu'une pâle tentative d'apprivoiser, ou du moins de comprendre ce qui, par nature, échappait à tout contrôle. Véritablement, la bête elle-même n'était pas née de la forêt profonde, mais des profondeurs bien plus complexes et sombres des cœurs humains. Le spectre, comme tissé des ombres de la nuit passée, se dissipa enfin, se fondant dans la fraîche brume matinale, ne laissant derrière lui qu'un sentiment poignant de vide et un froid qui glaçait jusqu'aux os. François comprenait distinctement que son chemin était loin d'être achevé. Il ne pouvait simplement oublier ce qu'il avait vu, comme s'il ne s'agissait que d'un mauvais rêve. Retrouver sa vie d'antan, paisible et sereine, était désormais impossible. Il devrait porter cette connaissance, ce lourd fardeau, jusqu'à la fin de ses jours. Il sortit du bois sombre lorsque les premiers rayons timides du soleil levant
commencèrent à percer l'épaisse couche de nuages. Mais le ciel, au-dessus du Gévaudan, semblait toujours lourd, comme s'il présageait de nouvelles épreuves. L'horreur n'était pas vaincue. Elle avait simplement changé d'enveloppe terrifiante, devenant plus insaisissable, plus insidieuse, s'insinuant profondément dans la substance même de l'âme humaine. Peut-être que la bête féroce du Gévaudan avait cessé de rôder dans les forêts nocturnes sous l'apparence d'un monstre, mais son existence perdurait au plus profond des cœurs humains, se nourrissant de leurs peurs les plus secrètes, de leurs doutes et de leurs douleurs insupportables. Et François avait clairement conscience que sa véritable mission consistait désormais non pas en une lutte contre les monstres extérieurs, mais en un combat contre ceux qui nichaient à l'intérieur. C'était son lourd fardeau, son devoir inébranlable, sa bataille éternelle pour l'âme même du Gévaudan, et peut-être pour le destin de toute l'humanité. Et bien qu'il soit sorti de la forêt menaçante en triomphateur d'un combat particulier, la guerre véritablement épuisante ne faisait que commencer.